Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Notre invité aujourd'hui, le coordonnateur de l'OIT en Haïti, l'Organisation internationale du travail, une agence des Nations Unies pour le travail, M. Fabrice Leclerc, qui est avec nous ce matin, avec qui on va parler travail. Bonjour, M. Leclerc. Bonjour, M. Théodore. Je suis content d'avoir cette possibilité de vous parler. La première question, que fait l'OIT en Haïti, dans un pays de sous-emploi, et le taux de chômage est assez élevé comme ça? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Voilà, donc oui, effectivement, la problématique de l'emploi en Haïti est très sévère, puisqu'on dénombre à peu près 10% d'emplois formels. Et selon les statistiques les plus réalistes, à peu près 70% de chômage. Donc la situation est très sévère. Alors nous sommes présents en Haïti depuis une petite trentaine d'années, avec une intensité variable. Il est évident qu'après le tremblement de terre qui va bientôt fêter tristement ses 10 ans, notre présence s'est renforcée. Nous travaillons, et c'est ça qui est important de savoir, à travers différents projets de coopération technique. Nous avons travaillé dans différents domaines. Donc, je disais, après le tremblement de terre, nous avons collaboré à la reconstruction de routes avec des adoquins. Ce sont d'ailleurs les routes qui tiennent le mieux, il faut le savoir, qui sont les plus résistantes au temps. Nous avons travaillé dans différentes problématiques de protection contre le travail des enfants, qui est également une problématique sérieuse. Et nous travaillons actuellement dans différents projets, dont le plus visible, je dirais, à ce stade, est celui qui porte le nom de Better Work dans le domaine textile, puisqu'aussi bien nous assistons une trentaine d'entreprises qui ont voulu répondre aux facilités de la loi HOPE pour pouvoir exporter de la confection avec plus ou moins de valeur ajoutée, hors taxe, vers les États-Unis. Alors, ce que nous faisons, nous assurons que les conditions de travail dans ces entreprises, à travers des audits spécifiques, répondent bien aux préoccupations des marques qui sont disposées à produire en Haïti. Grâce à cet audit, nous... des autorisations d'export sont décernées à ces entreprises pour pouvoir exporter à l'étranger. Alors, ça représente quand même 55 000 emplois. D'ailleurs, je tiens à signaler que malgré l'année terrible que nous avons vécue sur un plan économique et politique, ce secteur n'a pas baissé en termes d'emploi. On reste à 55 000 emplois. Donc là, vous parlez du secteur du textile. Textile, oui. Dans les 3 parcs industriels que sont le PIM, ici à Port-au-Prince, Caracol, près de Cap-Haïtien, et Codévi à Ouanamètre, donc dans le nord-est. 55 000 emplois formels, donc à peu près un 8e du total des emplois formels en Haïti, et une valeur à l'export qui va dépasser le milliard de dollars cette année. Donc je crois que par cette initiative, si on sait qu'en 10 ans, on est passé de 13 000 à 55 000 emplois dans ce secteur, on joue déjà notre rôle de stimulation de création d'emplois. Je tiens d'ailleurs à signaler que c'est le rôle
qui nous est dévolu, c'est de faire en sorte de travailler avec nos mandants tripartites, que sont le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, pour faire en sorte de créer un environnement propice au développement des affaires. C'est quand même une bonne nouvelle, de 13 000 à 55 000. Cela veut dire que la crise n'a pas impacté ce secteur. C'est-à-dire que ça veut surtout dire que le secteur a un énorme potentiel. Je ne vous cache pas que si on parvenait à construire des usines à Caracol, qui ne fonctionnent qu'à peu près à 15% de son potentiel, on pourrait facilement créer 100 000 emplois supplémentaires. Et pourquoi ça fonctionne à 15% de son potentiel? Parce que justement, l'occupation de ce parc industriel est insuffisante par rapport à son potentiel. Il n'y a que 15% de la superficie du parc industriel de Caracol qui est occupée par des entreprises textiles. Là, si je comprends bien, vous intervenez dans plusieurs domaines, le textile, les infrastructures routières. Il n'y a pas de domaine spécifique ou encore pas de domaine d'intervention, mais de prédilection. Non, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les secteurs les plus porteurs pour pouvoir justement favoriser la création d'emplois. Et donc voilà, je voulais juste terminer sur Caracol en disant que les entreprises, et c'est un appel que je fais à tous les acteurs, et ce n'est pas la première fois que je le fais, les entreprises, les investisseurs sont prêts à produire davantage en Haïti. Il faut juste qu'on construise les usines qui permettent d'abriter ces activités et on créera un grand nombre d'emplois. Alors je sais que les autorités et la BID sont en discussion active sur le sujet. J'aimerais qu'on puisse avancer réellement pour pouvoir justement favoriser cette création d'emplois. Donc là, je dirais qu'une partie de la question a été donc répondue quand je vous ai demandé au début que fait l'OIT en Haïti. Là, je devine ou encore j'apprends que vous faites la promotion de l'emploi, mais de l'emploi décent. Oui. De l'emploi décent. Et vous créez aussi des emplois. Bon, on essaye modestement, c'est-à-dire que, comme je dis, notre rôle principal est de créer les conditions et d'aider les autorités à créer un environnement propice à la création d'emplois. Mais dans certaines initiatives, comme celle que nous allons démarrer à la Cité Soleil, nous pouvons créer de l'emploi avec des jeunes par la gestion environnementale pour leur permettre d'assainir leur quartier et de transformer tous ces déchets en objets commercialisables de mode et d'artisanat éthique. Et pas plus tard qu'hier, nous visitions la zone avec de nouveaux partenaires qui ont toutes les ouvertures possibles sur le marché américain et caribéen de l'artisanat. Donc pour faire en sorte que l'on donne aux jeunes toutes les compétences nécessaires pour créer quelque chose qui assure la pérennité à ces emplois que nous allons créer par cette initiative. L'OIT conçoit et finance ces projets ? Oui, donc il finance à travers la générosité de ces bailleurs de fonds. Qui sont multiples, qui sont selon les régions, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les pays scandinaves. Oui, donc de multiples bailleurs de fonds nous aident et en l'occurrence par rapport à ce projet à la Cité Soleil, ce sont de multiples bailleurs de fonds qui mettent à disposition certains fonds à la discrétion de l'OIT pour pouvoir développer des initiatives pilotes qui ont vocation à être répliquées et à être amplifiées grâce à l'apport d'autres acteurs du développement. Ça va créer combien d'emplois à Cité Soleil, je veux dire ? Voilà, donc le projet comporte deux volets.
un volet d'assainissement et un volet de formation. Et au total, nous comptons donc avoir 550 bénéficiaires, 250 d'une part et 300 dans l'autre, qui vont être formés directement au métier de la confection, là où la demande est très forte. Et vous dites 550, c'est parti en travaux d'assainissement et de formation. Voilà. En quoi consiste le travail de formation? Voilà. Donc le travail de formation, ce sont des cours théoriques et pratiques de 3 mois de jeunes qui ont été sélectionnés, qui ont passé des tests et qui ont commencé, toujours dans le parc industriel métropolitain, qui ont commencé depuis 2 semaines ces formations et qui sont déjà capables de produire des maillots avec les machines telles qu'elles sont utilisées dans les usines de confection du parc industriel métropolitain. Et pourquoi Cité Soleil? Question de proximité ou pas? Ou votre présence répond à une demande, à un besoin? Je ne vous cache pas que les besoins dans la Cité Soleil sont énormes. Et je suis de ceux qui pensent que si l'on veut créer des environnements sans violence et apaiser cette jeune force de travail, il faut pouvoir leur offrir des opportunités qui leur permettent de gagner leur vie décemment et de pouvoir se rendre utile pour eux-mêmes et pour leur communauté. La préoccupation principale de l'OIT, c'est ce genre d'activité génératrice d'emplois et de revenus. Et quant à l'État, ça ne vous dit rien, comme partout ailleurs. C'est un faible pourcentage d'emplois créés par l'État. En Haïti, on est à moins de 100 000. Et là, selon les données disponibles, les emplois qui sont, ou encore qui existent en Haïti, ont été générés par le secteur privé. Est-ce qu'il y a un travail global de supervision qui est fait par l'OIT? Oui, donc nous avons, nous venons, notamment dans le contexte du centenaire, puisque notre agence onusienne est la plus ancienne du système des Nations Unies. Elle a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, sur la base du principe que toute paix durable est impossible sans justice sociale. Et on le voit encore aujourd'hui en Haïti, mais pas seulement en Haïti, en Bolivie, au Chili, partout où l'actualité nous a montré que ce ne sont pas des acquis, qu'il ne faut pas prendre pour acquis cette justice sociale. Nous venons de clôturer des travaux sur le futur du travail avec un certain nombre de sommités et d'organisations afin de constamment remettre à jour les différentes actions que nous menons globalement. Et nous travaillons à cela avec différents partenaires et dans différents contextes. Nous participons à des coalitions avec d'autres agences et d'autres acteurs, l'Union européenne, l'OCDE, afin de voir comment rendre notre rôle le plus pertinent possible. L'emploi pivot de la croissance, du développement et de l'inclusion. En Haïti, avec un si faible pourcentage, un si faible taux, ou encore un taux si élevé de chômage, est-ce qu'on peut parler de croissance à travers le travail ou grâce au travail?
Bien, encore une fois, comme je vous le dis, les conditions actuelles ne nous permettent pas d'être très efficaces, mais pas seulement nous, tous les acteurs. Vous avez sans doute vu passer les articles de mes confrères qui se plaignaient du fait que même l'aide alimentaire, dans les conditions que l'on a vécues depuis la fin septembre, était dramatiquement empêchée. Au point où ils ont dû revoir leur stratégie, où ils ont mis en place une toute nouvelle logistique qui leur permettait également d'éviter la route, puisque la route vers le sud a été presque constamment bloquée en différents points névralgiques. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, le chaos ne profite à personne. Et si l'on veut pouvoir créer des emplois, il faut que la situation politique devienne plus stable. Alors, j'ai toujours entendu dire que le travail, c'est la liberté. Et vous préconisez le travail décent. Qu'est-ce que vous entendez par travail décent? Eh bien, le travail décent, c'est un travail qui regroupe un certain nombre de caractéristiques en termes de conditions dans lesquelles il s'exerce. C'est un travail pour lequel, sur la base duquel est établi un contrat qui unit la force du travail avec l'employeur et le respect d'un certain nombre de conditions. L'État haïtien a ratifié 25 conventions internationales du travail, dont les conventions fondamentales qui sont la liberté syndicale, l'abolition du travail forcé, l'éradication du travail des enfants. Nous travaillons d'ailleurs dans ce domaine-là également, avec un projet de lutte contre le travail domestique qui permet à ces enfants qui sont visés par ce travail domestique de continuer leur éducation et de pouvoir briser ce cercle vicieux de la pauvreté que ce type de situation peut engendrer. Donc nous travaillons dans différents domaines. Nous avons également un projet qui travaille sur la non-discrimination par rapport aux porteurs du virus du sida en milieu de travail. Oui, j'ai vu, voilà. J'ai vu ce document. Recommandations concernant le VIH et le sida et le monde du travail. Mais c'était en 2010. Est-ce qu'entre-temps, les choses n'ont pas évolué? Si, les choses ont évolué, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler dans ce domaine. Et on travaille avec, encore une fois, nos agences sœurs spécialistes dans ce domaine. Et nous travaillons de concert avec nos mandants tripartites pour s'assurer la veille contre la discrimination vis-à-vis du sida en milieu de travail. Il y a les gens qui sont infectés, il y a aussi les personnes souffrant d'un problème moteur ou encore de handicap. L'OIT a également un œil sur ces gens? Oui, bon, dans la plupart de nos projets, et c'est le cas encore dans ce projet à Cité Soleil, nous essayons à travers les bénéficiaires sélectionnés de faire en sorte de pouvoir inclure certaines personnes avec handicap qui méritent également notre attention et faire en sorte qu'ils puissent également améliorer leurs conditions de vie et avoir les mêmes opportunités que les autres. On va observer la pause et on revient avec d'autres questions sur le travail de l'OIT en Haïti et surtout la nécessité de sa présence chez nous.
mais ce sera après la pause. Parfait, bien volontiers. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Fabrice Leclerc, coordonnateur de l'OIT en Haïti. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle notre invité ce matin, le coordonnateur de l'OIT en Haïti, monsieur Fabrice Leclerc. Avec notre invité, on parle certainement du travail, on parle de son travail en Haïti, de sa présence. Et même avant de revenir sur les projets, sur les projets de développement des chaînes de valeur notamment, l'agriculture et autres, permettez que j'aborde avec vous la stratégie Better Work 2017-2022. Ça a déjà débuté. Quelle est donc, en fait, en peu de mots, est-ce que vous pouvez définir pour nous cette stratégie? Où est-ce que l'on en est en 2019, 2 ans après? Voilà, donc oui, effectivement, bon, la stratégie de Better Work est assez simple dans la mesure où on poursuit l'expansion tant en termes d'entreprises qui adhèrent au projet que dans l'exécution de ces audits qui permettent de s'assurer que les conditions d'emploi répondent aux préoccupations de ces marques qui produisent ces articles en Haïti. Et comme je vous l'ai dit, l'expansion du projet et des activités dans le domaine du textile s'est poursuivie ces dernières années. Sur 2018, on arrivait à $1 milliard de valeur à l'export. Cette année, on va même les dépasser. Et ce, en dépit des difficultés, puisque... Donc on a atteint ce chiffre, malgré les problèmes, 1 milliard. Oui, tout à fait. Et on va les dépasser. Cette année. Oui, on va les dépasser cette année. Pour l'année 2019. 2019, on a déjà obtenu... on est déjà à 1 milliard, là, maintenant. On est déjà à 1 milliard. Oui. OK, et on projette de... On projette de le dépasser d'une centaine de millions. OK. Et toujours dans le cadre de cette stratégie 2017-2022, il y a un nombre d'emplois que vous entendez créer? Bien, pour ne rien vous cacher, je vous ai dit que c'était un des rares secteurs qui avait montré une spectaculaire résilience par rapport aux problèmes vécus cette année. Nous pensions avoir pu augmenter le nombre d'emplois concernés de 2000, mais suite à la dernière crise, ces 2000 se sont évanouis. Je peux vous citer l'exemple d'une entreprise coréenne qui voulait produire le tissu de base en Haïti et qui, suite à la crise de février, a décidé d'aller le faire en République dominicaine voisine. Ce qui montre géographiquement que l'intention était réelle de créer ces emplois ici en Haïti. Mais si on ne peut pas garantir une plus grande stabilité par rapport à la production, mais également à l'exportation physique de ces vêtements, ça devient très compliqué pour les investisseurs. On aurait pu atteindre 2 milliards, 3 milliards s'il n'y avait pas cette crise, on peut dire ça, non? Non, je ne pense pas qu'on puisse... on aurait pu aller jusque-là parce que, comme je vous dis, ça dépend, entre autres choses, de la construction d'usines qui, à ce stade, est bloquée pour des raisons de réponse des autorités haïtiennes aux conditions posées par rapport à la liberté, à la libération
de ces fonds qui permettraient la construction d'usines. Si l'on parvenait à débloquer ce dossier, alors là oui, on pourrait imaginer en une année quasiment doubler le chiffre d'affaires. Oui, mais la situation est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que c'est possible d'imaginer 100 000, 200 000 emplois dans 5 ans, par exemple? Alors, de plus, je veux dire, dans 5 ans. La réponse la plus simple que je puisse vous offrir à cette question, et j'aime pouvoir... je suis nature optimiste, c'est ce que j'allais vous dire. J'aime pouvoir y croire. Oui. Pour demeurer, pour rester optimiste. Voilà. Eh bien, c'est une plus grande stabilité, en tout cas, politique que celle que nous avons connue en 2019. Et pour ça, il faut que chacun y mette du sien et se préoccupe vraiment de la situation des Haïtiens telle qu'ils la vivent aujourd'hui. Elle est vraiment dramatique, cette situation, et je pense que toutes les autorités doivent mettre de l'eau dans leur vin et comprendre que c'est d'abord l'intérêt de la nation qui prévaut avant celui partisan de chaque mouvance politique. Donc, si je peux me permettre, j'aimerais vraiment faire un appel à tous ces partis politiques pour qu'ils s'entendent enfin et puissent faciliter un dégel de cette situation. Voilà, exactement, un dégel de la situation, débloquer la situation et mettre en place un gouvernement qui soit enfin plus stable et s'occupe des vraies préoccupations de la nation, préoccupations qui sont aujourd'hui vraiment urgentes. Et ces préoccupations, selon vous, sont alimentaire, le chômage, éducation et emploi. Et c'est à juste titre qu'on a baptisé ce petit ouvrage l'emploi, pivot de la croissance, du développement et de l'inclusion. Oui, encore une fois, que ce soit par rapport à la situation alimentaire, à la situation migratoire ou à la situation de la violence que l'on connaît dans certaines zones, je pense que si on avait davantage d'emplois décents et rémunérateurs, on pourrait résoudre un grand nombre de ces problèmes. Vous n'avez jamais fait face à des difficultés à Cité Soleil? Jusqu'ici, non. Mais bon, je n'ai pas encore l'occasion de m'y déplacer tous les jours. Et bon, nous avons créé des conditions, notamment à travers la mise en œuvre d'un comité de suivi qui communique de manière réaliste sur les intentions de notre intervention. Et je pense que la population est vraiment demandeuse de ce type d'intervention et qu'il est urgent, si on veut continuer à pacifier cette zone, de pouvoir répliquer ce type d'intervention qui permettent aux gens de regagner une fierté à la fois personnelle et par rapport à son environnement de vie quotidien. Il vous arrive parfois de négocier avec des chefs de bande pour vous faciliter l'accès dans certaines zones? Non. D'abord, ce n'est pas autorisé par notre mandat. Nous travaillons directement avec les autorités locales et les acteurs communautaires. Alors, bon, je ne suis pas naïf non plus. Je sais qu'effectivement, il y a des gangs qui fonctionnent un peu partout. Mais à notre niveau, nous n'avons aucune négociation directe.
nous ne pourrions pas nous le permettre, et de toute façon, il n'est en rien dans nos intentions de faciliter ce genre de dialogue. Nous avons une action purement développementale, donc nous travaillons avec les acteurs qui sont disposés à travailler dans le type de projet que nous essayons de mettre en œuvre. Justement, en parlant de projet, vous avez parlé tantôt des industries du textile, vous intervenez aussi dans des infrastructures routières. Qu'est-ce que vous faites dans l'agriculture, par exemple? Bien, donc, nous avons mis en œuvre un projet de formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et de la pêche depuis 2 ans déjà. Nous avons aidé au développement de la production de mangue francisque. Nous avons aidé une association à se développer. Nous avons aidé des bénéficiaires à se constituer en coopérative. Nous avons travaillé également avec l'INFP pour la valorisation des acquis de l'expérience. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la formation sur le tas. Et puis, sur base d'une étude que nous sommes en train de réaliser sur certaines chaînes de valeur prometteuses à l'export, qui permettent une plus grande valeur ajoutée sur le territoire haïtien, nous envisageons de travailler également dans le développement de certaines de ces chaînes de valeur pour permettre la création d'emplois décents en nombre dans des zones qui sont justement concernées par ces productions prometteuses à l'export. Donc nous travaillerions sur, depuis la production jusqu'à l'export de ces filières qui sont, comme je dis, très porteuses et qui correspondent à une demande certaine sur le marché. Parce que si on veut assurer la pérennité de ces initiatives, il faut s'assurer qu'il y ait un marché pour ces denrées là-bas à l'export. Ce qui n'exclut pas également de développer également le marché national qui également existe pour des denrées telles que l'arbre à pain ou l'arbre véritable. Mm-hmm. Comment l'OIT contribue à la promotion de l'emploi? Comment? Eh bien, à travers surtout l'engagement que nous avons avec tous nos mandants tripartites, que sont, je le répète, le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, les organisations d'employeurs, notre interlocuteur privilégié en cela est d'une part l'Association des industriels d'Haïti et également les chambres de commerce. À travers les nombreux syndicats avec lesquels nous travaillons. Et nous espérons pouvoir reprendre prochainement activement les discussions sur la mise à jour de ce code du travail haïtien qui date de 1961 avec une petite révision en 1984. Donc il est grand temps, si on veut attirer des investisseurs étrangers, que l'on puisse réviser et remettre à jour ce code du travail. Vous avez en tête quelques points qui pourraient constituer un obstacle à l'investissement étranger dans ce code? Bon, je pourrais prendre un exemple très simple. Par l'adoption de la loi 3.8, telle qu'elle a été faite il y a à peu près 2 ans de cela, l'État haïtien, sans aménagement particulier, va à l'encontre des conventions internationales qu'il a signées en termes de durée du temps de travail et en termes de pause.
Et ce sont plus, je pense, des incompréhensions que de véritables porte-à-faux, mais il est nécessaire néanmoins de pouvoir apporter ces aménagements pour faire en sorte qu'Haïti soit en règle par rapport à toutes ces conventions internationales qu'elle a signées. Peut-être vous entendez les cris de plusieurs ouvriers qui rejettent les propositions d'augmentation du salaire minimum telles que faites par le pouvoir en place. À votre avis, qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui pour une augmentation significative du salaire minimum? Je pense déjà assurer une bonne représentation dans la commission salariale, qu'on appelle la CSS. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous l'avons dénoncé à de nombreuses reprises. Cette commission doit avoir en son sein des membres représentatifs des trois mandants que sont le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Vous n'avez pas parlé du secteur patronal? Si, quand je parle des employeurs, c'est le secteur patronal. Très bien, très bien. Vous avez dit les employeurs, je n'ai pas entendu. Oui. Donc maintenant, est-ce que vous pensez qu'un jour peut arriver où des salariés cessent de parler de l'exploitation au niveau du secteur de l'industrie sous textile, par exemple, du textile, par exemple? Bien, il est certain que les salaires haïtiens ne sont pas à la hauteur des espérances de la population, mais je pense que c'est surtout par rapport à ce que ces salaires permettent de faire ici en Haïti, parce que la vie est extrêmement chère. Même en tant qu'étranger, je trouve que la vie en Haïti est excessivement chère. Et donc, je me mets à la place de la population. Par exemple, avec les mêmes salaires, chez vos voisins, on peut aller à l'école, se nourrir et vivre beaucoup plus décemment qu'en Haïti. Donc je crois que c'est surtout tout ce qui est autour qui pose problème. Et vous pensez à tout ça et qu'il y a des solutions? Mais comme je vous dis, d'abord mettre en place un gouvernement plus stable qui puisse mener les actions de réforme nécessaires. La mise en place d'une commission sur le salaire qui soit représentative, la bonne fonctionnalité du CAOS qui est censé réguler les institutions de sécurité sociale qui permettront à tous ces travailleurs de pouvoir obtenir une couverture de sécurité sociale décente. Nous avons fait récemment un audit sur les différentes institutions de sécurité sociale et nous attendons l'arrivée prochaine. Donc vous avez commandité l'audit? Nous n'avons pas commandité l'audit en soi. Nous avons répondu à des attentes justement de nos mandants, des organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont fait la demande même auprès du siège de notre organisation pour que non seulement nous réalisions une audit, mais nous voyons comment éventuellement mettre en place une loi qui permette la régulation plus efficace de cette institution qu'est le CAOS. Et donc pour pouvoir mettre tout cela en place, encore une fois, il faudrait que nous ayons en place un gouvernement qui puisse faciliter toutes ces choses. Donc en attendant, nous essayons de fonctionner avec un certain nombre de projets qui permettent néanmoins de soulager cette population nécessiteuse, mais le plus important serait de pouvoir obtenir rapidement
un gouvernement qui puisse prendre les choses en main de manière plus efficace et plus stable. Haïti est membre de l'OIT depuis sa création en 1919 et a ratifié 25 conventions internationales du travail. En termes d'application, vous direz quoi? Eh bien, là aussi, il y a des bons et des moins bons points à décerner. Et on essaye, avec notre appui technique, de faire en sorte que l'État haïtien, notamment, puisse produire les rapports nécessaires au suivi de la mise en pratique de ces conventions. Bon, il est certain que tout n'est pas rose et nous recevons encore de temps en temps de plaintes de certains secteurs qui dénoncent le respect notamment de la liberté syndicale. Nous sommes là pour essayer d'apporter des solutions et pour alerter les autorités et toutes les personnes responsables par rapport au respect des conventions fondamentales que l'État haïtien a signées. Haïti, pays émergent en 2030, est-ce possible? Encore une fois, si certaines conditions sont réunies, on en revient aux mêmes choses et aux souhaits de stabilité. Malheureusement, en une année, j'avais déjà connu 3 premiers ministres. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour permettre à ce pays fier et au potentiel énorme de pouvoir enfin aller de l'avant. Il faut que chacun se responsabilise. Je constate aussi que la crise dérange apparemment. La crise dérange, la crise constitue un obstacle au développement. Oui, indéniablement. La déstabilisation aussi. Voilà, elle dérange tout le monde. Je vous dis, le chaos ne profite à personne. Vous avez connu 3 premiers ministres, vous avez dit combien de périodes LOC 4 vous avez connu? La première, c'était en juillet 2018, 2 mois après mon arrivée. Voilà. Et apparemment, en tant que Belge, on n'a rien dit de vous? Parce que si vous parlez de 2018, c'était la Coupe du Monde. Bon, je n'ai pas envie d'endosser toute la responsabilité de cette crise, puisque, comme vous le savez aussi. Non, vous n'allez pas l'endosser. Je fais le rapprochement, parce que ça a démarré avec la victoire de la Belgique sur le Brésil. Tout à fait. Mais bon, vous le savez comme moi que les raisons derrière étaient plus profondes. Je sais, et vous n'avez pas pu célébrer cette victoire quand même. Non, de fait. Je n'avais ni l'opportunité, ni même, l'esprit à le faire, puisque vous étiez dans les rues, non? J'ai dû passer 6 barrages en feu pour rentrer chez moi ce soir-là. Et je dois dire que comme baptême du feu, c'était assez sérieux. Oui, assez sérieux. Bon, alors on va terminer avec évidemment des remerciements d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole pour faire valoir des points de vue et nous dire exactement ce que vous faites en tant que représentant de l'OIT en Haïti. Mais avant de partir, je sens, comme je l'ai dit tantôt, et vous n'êtes pas trop, vous ne vous sentez pas dans votre peau avec cette série de problèmes auxquels les Haïtiens ont dû faire face au cours de ces 2 dernières années. Et vous avez déjà prodigué des conseils, vous avez formulé le souhait qui... Oui, c'est plus des souhaits que des conseils. Oui. En termes de conseils, bon, il est clair que une de nos forces en tant qu'institution, c'est de promouvoir le dialogue social. Nous serions ravis de pouvoir étendre cette force et cette capacité au dialogue tel qu'il doit exister également entre les différentes parties qui doivent mener à la formation de ce gouvernement. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas que nous ne sommes pas à l'aise, mais nous nous sentons frustrés parce que nous ne pouvons pas donner l'ampleur de notre mission due aux conditions dans lesquelles nous opérons depuis plusieurs mois. Frustré, vous avez dit, le terme n'est pas trop fort, non? Voilà. Non, parce que il est clair que quand on doit passer
2 heures de sa journée à d'abord veiller à toutes les conditions de sécurité qui permettent même à notre staff de se rendre au bureau, ce sont 2 heures qui sont sacrifiées à un travail qui pourrait être plus utile au bénéfice de la population haïtienne. Aux acteurs de prendre note. Voilà. Merci encore une fois. Merci beaucoup et bonne journée, Monsieur Taylor. Bonne journée. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec nous ce matin pour vous servir. La rubrique Le Point est sur le plateau le coordonnateur de l'OIT, Monsieur Fabrice Leclerc. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Un bon jeudi rétro et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.